Bonjour, bonjour et bienvenue à ce nouveau live de No Code for Good. Alors, on va commencer tout doucement pour laisser le temps aux personnes d'arriver. Hello Xavier, bienvenue. Donc, je suis Angeline, je suis Product Manager et donc Product Manager bénévole pour No Code for Good. Et je suis avec Quentin qui est formateur No Code, qui est builder et qui est notre lead développeur. Et on a aussi aujourd'hui Alexandre Talon qui est avec nous. Donc, Alexandre qui est cofondateur de No Code for Good et qui a également une agence No Code, l'agence La Bastide, qui accompagne des projets, notamment de l'économie sociale et solidaire sur plein de choses. Mais il me semble-t-il, on va en parler aujourd'hui, notamment d'accompagnement de développement sur Bubble. Donc, dont on va parler aujourd'hui. C'est vrai que souvent, pendant ces lives, on parle de Softair et on parle de Airtable. Et là, on va donc pouvoir se pencher sur un outil qui peut être un peu plus compliqué. Donc, je vais dire d'abord deux mots sur No Code for Good en laissant à tout le monde le temps d'arriver. Bonjour, je vois Fubu. No Code for Good est une plateforme de mise en relation. On met en relation des no-codeuses et des no-codeurs engagés avec des structures qui soit ont très peu de moyens, soit on peut même dire pas de moyens, et qui ont un projet à impact positif. Donc, quand on parle d'impact positif, de for good, c'est un impact social, sociétal ou environnemental. Toute structure qui est un peu dépourvue, c'est un euphémisme sur le plan financier et technique, mais qui a un projet qui vise à rendre le monde, moi j'aime bien dire, plus juste et plus sain, peut venir sur notre plateforme et on a beaucoup de no-codeuses et de no-codeurs qui sont là et qui peuvent donner un coup de main, soit bénévolement quand il n'y a vraiment pas de sous, comme c'est mon cas, puisque aujourd'hui j'ai un peu une double casquette, puisqu'on va parler d'un projet que j'ai porté qui s'appelle OC Buddies, ou quand, en tout cas, il y a peu de moyens, No Code for Good est là pour pouvoir aider. Donc, on va peut-être, donc du coup, on va recevoir aujourd'hui deux bubblers, Thomas Corticati et Younes Atmani. Donc, pour parler de OC Buddies, et peut-être d'abord, on va commencer par parler des actus de No Code for Good. Quentin, si tu veux nous dire un peu où est-ce qu'on en est. Allez, c'est parti. Le mois dernier, on avait lancé notre ouverture aux candidatures pour le fonds d'abondement. Donc, je rappelle, on avait récolté, grâce à votre aide, 15 000 euros sur le crowdfunding de No Code for Good. Ces 15 000 euros, ils nous servent à cofinancer des projets à impact positif. Maintenant, les candidatures sont fermées. On a reçu un total de 14 candidatures. Elles ont été envoyées à notre jury. Pour rappel, cette année, notre jury, nous avons Claire Champourlier de Startup Advisor Interest, Chloé Romano, qui est la fondatrice de Entreprendre pour l'éducation, Guillaume Plizac, cofondateur de NeoDelta, et Caroline Ramad, fondatrice et CEO de 50 InTech. Je l'ai bien dit? Absolument, 50 InTech. Donc, les résultats seront présentés le 4 décembre et vous pourrez, dès le 4 décembre, postuler sur No Code for Good pour aider ces projets que nous cofinancerons et que nous aiderons à se développer. Tout à fait, en sachant que les missions sont notamment déjà en partie sur la plateforme, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis suivez-nous sur LinkedIn, puisque c'est là qu'on donne les infos, et aussi sur le Slack de No Code France. Et j'en profite pour remercier No Code France qui nous soutient en nous donnant accès à ce live sur Twitch, aussi à leur Slack. Et je voudrais aussi faire mon habituel appel aux bonnes volontés, rappeler que No Code for Good, c'est une plateforme qui n'a aucun but lucratif. Nous, on met en relation et on accompagne, mais on gagne rien. Et donc, si vous voulez devenir adhérent, même à partir de 10 € par an, ça nous aide beaucoup en réalité.
Et par ailleurs, si vous êtes intéressé par le no-code, si vous êtes intéressé par le for good et que vous avez envie de rejoindre ce projet et de participer, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas forcément besoin d'être expert en no-code. On a besoin de personnes sur tout un tas de compétences. Donc, un intérêt pour le no-code, oui, c'est sûr, mais pas forcément d'expertise. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, du coup, aujourd'hui, notre sujet, ça va être un projet que j'ai porté. Il s'agit d'OC Buddies. Du coup, on va pouvoir accueillir Younes et Thomas qui ont travaillé avec moi sur ce projet. Yes. Younes, hello Thomas. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir trouvé du temps pour nous rejoindre. Younes qui est à Montréal, donc avec des horaires un peu barbares, et puis Thomas qui a interrompu une journée très chargée. D'ailleurs, bon, Thomas, on en reparlera, mais éteins ton portable. Là, on ne peut répondre à personne. Je vous dirai après pourquoi je dis ça. Et donc, je suis vraiment très contente de pouvoir présenter avec vous le travail qu'on a pu faire sur OC Buddies. J'aimerais dire d'entrée de jeu que Younes et Thomas ont des profils très différents. Donc, moi, j'ai mis une annonce en fait en expliquant que j'avais besoin d'aide pour OC Buddies et c'est eux qui m'ont contacté. Ce que je peux dire, c'est que ils ont travaillé sur des missions. Chacun, ils ont travaillé sur une mission, des missions différentes. C'est des missions qu'ils ont choisies eux-mêmes. On verra tout ça dans le détail. Et je vais peut-être commencer par dire deux mots sur chacun d'entre vous, Younes et Thomas. Donc, Younes, tu es ingénieur. Tu as une formation donc à l'École nationale des ponts et chaussées quand même. Donc, un profil plutôt en génie civil et en mécanique à la base, mais tu es allé très tôt vers l'informatique puisque dès la fin de tes études, tu as occupé plusieurs postes dans la conception et la gestion de produits informatiques. Tu as été product manager, product owner, business analyst. Donc, tu as travaillé pour des ESN, pour la Banque nationale du Canada. Donc, tu as vraiment mis la main dans plusieurs aspects de comment on crée, comment on conçoit et comment on accompagne la production d'un produit digital. Et puis, il me semble qu'il y a maintenant probablement bientôt 2 ans, tu es tombé dans le no-code. Un peu comme Astérix qui tombe dans la potion magique, ça me fait penser. Bon, c'est une métaphore évidemment, avec cette triade, donc pour le coup, product, on y reviendra, IA et no-code. Et aujourd'hui, tu accompagnes des startups, tu conseilles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Oui, aujourd'hui, j'accompagne des startups soit en tant que développeur Bubble ou soit en tant que product manager. Par exemple, actuellement, ma mission, c'est une mission pour une startup aux États-Unis. Je suis product manager chez eux et toute leur stack est sur Bubble. Donc, je n'aurais jamais choisi si j'avais pas été si j'avais pas une connaissance de Bubble. Donc, on pourra aussi en parler. C'est quelque chose qui offre beaucoup de portes. En fait, cette compétences techniques, ça te permet d'avoir des emplois ou des missions que j'aurais pas eu avant si j'avais simplement été product manager. Alors, on va y revenir. Il me semble que tu as notamment une appétence pour accompagner des produits qui sont ce qu'on appelle early stage, c'est-à-dire vraiment au début de leur développement. Qu'est-ce qui t'a intéressé sur le projet d'OC Buddies ? C'est vrai que quand tu m'as contacté, je suis allée sur ta page LinkedIn et j'ai eu un peu des étoiles dans les yeux en me disant « waouh !» Et en même temps, je me suis dit « qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer ?» Ouais, c'est une bonne question. En fait, j'avais juste envie de développer encore plus mes compétences techniques sur Bubble. Puis j'avais un peu de temps à ce moment-là. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre ce temps à profit. Super, super. Et donc, au niveau de ta stack, on a parlé de Bubble. Est-ce que tu as d'autres outils dans ta besace ou pas forcément ? C'est essentiellement Bubble. Franchement, on peut faire quasiment tout avec cet outil. J'ai pas encore trouvé de limitation qui me poussait à aller vers un autre outil pour l'instant. Donc, c'est essentiellement Bubble, je dirais. Super, super. Ben, écoute, merci en tout cas beaucoup Younes d'avoir rejoint OC Buddies.
Et je voudrais aussi dire 2 mots sur Thomas. Donc, Thomas, toi, tu as un profil très différent et c'est ça que j'aime beaucoup avec la communauté NoCode, c'est la diversité justement des profils qu'on y trouve. Je pense qu'aujourd'hui, tu es un peu à un tournant, tu as une carrière très riche. Tu écris, ou en tout cas tu as écrit, puisque tu as été journaliste, tu as été chercheur, tu as été consultant en changement climatique et aujourd'hui tu es consultant en gestion de crise, d'où je reviens à ma petite blague du début. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi réactif que Thomas. Quand il y a un problème, pour sauter dessus avec l'extincteur et venir débugger. Donc, et toi, tu finalement as eu un peu une histoire avec Bubble, si je puis dire, c'est-à-dire que tu as rencontré cet outil et je pense que c'est un peu un coup de cœur. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Disons que ça fait un petit moment que je découvrais, enfin, je voyais des articles sur le no-code, j'ai jamais cru. Et il y a un peu plus d'1 an, j'ai parlé avec un ancien collègue et je lui parle du no-code, il me parle, c'est trop bien, j'utilise pour mes projets à côté, pars sur Bubble. Et donc, du coup, lui, il me coachait au début. On se voyait une fois par semaine au McDo du coin. Il me disait, il me débloquait sur les points. Et plus je pratiquais, et plus ça me fascinait, et plus j'adorais ça, quoi. Et typiquement, aujourd'hui, j'y passe beaucoup, peut-être trop de temps dessus, mais je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable de pouvoir… c'est presque concret ce qu'on fait. Je dis presque, c'est virtuel, mais c'est concret ce qu'on fait. Donc voilà. Donc, j'ai baigné dedans. Super. Et donc, au niveau de ta stack, il me semble que toi, tu commences à regarder un peu du côté de Xano aussi? Oui, petit à petit, là, je commence à… En fait, c'est un peu la déformation professionnelle que j'ai. Je suis orienté sécurité, machin. Bon, là, je comprends de plus en plus, c'est pas tant un sujet pour beaucoup d'entreprises, mais vu mon background que j'ai en gestion de crise, ce sera intéressant, oui, que je parte sur du Xano, par exemple, parce que je sais qu'ils sont très portés sur l'aspect sécurité qui intéresse beaucoup les grandes entreprises. Et là, en parlant de Xano, j'en profite pour faire un coucou à Xavier Agapé qui est là et donc donc je vous recommande vraiment les lives sur la chaîne No Code France. Donc beaucoup de contenu proposé par Xavier pour comprendre les bases de données, des contenus sur Xano. Donc vraiment, je recommande d'aller voir. Et alors toi, Thomas, c'était quoi qui était intéressant pour toi avec OC Buddies? OC Buddies, typiquement, moi j'ai été formé chez Auto. Je n'ai pas fait le bootcamp parce que je n'ai pas le temps. J'ai fait ce qu'ils appellent en on-demand, donc en cours du soir, en autonome en fait. Et c'est vrai que là, je rejoignais un peu le projet d'OC Buddies où j'étais tout seul chez moi. Alors, la différence, c'est que chez Auto, la communauté est quand même ultra réactive, donc je suis chanceux. Mais il y a d'autres formations où c'est compliqué, même quand on pose des questions sur le Slack ou Discord, peu importe. On se sent un peu seul parce que les gens, ils ont des vies à côté. Et aussi Buddies, ça permet de rentrer en contact avec des gens qui sont alignés. On se donne rendez-vous tel soir, je suis disponible pour apprendre la même chose que toi, etc. Donc, c'est là où moi, je vois des points communs avec ma situation que j'ai vécue avec l'apprentissage de Bubble. Eh ben, j'adore quand mon équipe explique le produit mieux que moi. Du coup, je vous propose, parce qu'on va aller voir justement, Younes et Thomas vont nous faire des démos, donc on va vraiment pouvoir mettre les mains dedans. Mais avant ça, moi, je voulais vous proposer quelques petites slides justement pour parler du projet, pour parler de la genèse d'OC Buddies, parce que c'est vrai, et moi, la première que j'ai écrit partout, là, dans Slack, sur LinkedIn, j'ai écrit « Combattre la solitude du e-learning avec Bubble ». Mais en réalité, non, un projet, c'est pas je me réveille un matin et je me dis « Ah, et si je faisais une plateforme d'entraide sur Bubble ?» Ça marche pas comme ça. Donc, comme aussi à No Code for Good, et là, je fais un petit bonjour à Mathilde qui est en train de mettre les bouchées doubles là-dessus. On essaye d'accompagner de plus en plus les projets sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire comment ils veulent atteindre cet impact positif qu'on vise tous. Eh bien, je vous propose donc quelques minutes pour regarder un peu OC Buddies, de quoi il s'agit et en fait comment cette idée est apparue. Donc, du coup, je vais
démarrer comme ça. Voilà. Donc, on l'a compris, c'est une solution d'entraide pour des apprenantes et des apprenants à distance. Moi, donc, j'ai parlé de ma double casquette, mais en fait, triple casquette. Je me forme avec Open Classroom et c'est dans le cadre de cette formation que j'ai été amenée à commencer à réfléchir à cette idée. Et là, je veux tout de suite insister sur le fait que eh bien, un projet, c'est pas une personne, c'est une équipe. Donc, Younes et Thomas qui sont ici avec moi, mais en fait, dès le début, il y a eu une UX designeuse, Asma Gueribala, Cyrielle Renard sur la partie ingénierie pédagogique, qui ont contribué à réfléchir à quels produits on allait faire et comment. Et puis, il y a surtout beaucoup de buddies, dont je pense certains sont avec nous en ce moment, qui ont participé à la recherche utilisatrice-utilisateur, qui ont testé. Et donc, ça, c'est vraiment très important de dire qu'il y a eu le travail de beaucoup de personnes. Je pense à Cyprien, Elsa, Marvin, par exemple. Bon, je ne peux pas tous les citer. Donc, on est parti d'un problème. Donc, le problème, c'est quoi ? Thomas a parlé du fait que lui aussi avait suivi une formation à distance. La formation à distance, se former, c'est quand même une opportunité qui peut être quelque chose de véritablement qui nous ouvre des portes. Je pourrais presque dire qu'il peut nous changer la vie, en fait, de pouvoir monter en compétences. Et en fait, la formation à distance, pour beaucoup de personnes, c'est ce qui rend ça possible. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, s'il avait fallu que j'aille à Paris pour faire ma formation de product management, en fait, ça n'aurait pas été possible. Donc, clairement, une opportunité. Mais Thomas en a déjà parlé. Quand on se retrouve tout seul derrière son ordi, ça peut être très difficile. Et donc là, on voit le cas de Leïla, 35 ans, qui se forme à distance pour devenir développeuse. Donc, un cas réel, quand on commence sa formation, là, on se rend compte qu'être tout seul, eh bien, on se sent un peu perdu, on a beaucoup de doutes et on ne se sent pas toujours très efficace, surtout. Donc là, concrètement, vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai ma petite plateforme, Open Classroom. D'ailleurs, je fais une petite page de pub, c'est quand même des très belles formations. Et puis, en bas à gauche, j'ai un petit lien qui m'emmène sur Slack. Mais la réalité, c'est que je vais être dans un canal avec 500 personnes. J'ai aucune idée de qui il s'agit. Et donc, c'est un peu compliqué finalement pour vraiment trouver des personnes avec qui collaborer. C'est là que OC Buddies intervient. Notre vision, c'est quoi ? C'est de pouvoir se connecter pour s'inspirer et se motiver. Donc, l'entraide. L'idée, c'est qu'on reste autonome, mais on n'est pas tout seul, chacun dans notre coin. Donc là, on a un exemple, Leïla qui rencontre Ibrahim et Salma, finit d'être tout seul derrière son écran et avec des répercussions très importantes puisqu'on est plus serein, on se forme plus vite, on se forme mieux. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de conséquences pour après. Tisser un réseau, ça veut dire qu'on apprend à se connaître. Le jour où elle se fait embaucher, Leïla, les premières personnes à qui elle va penser, évidemment, c'est Ibrahim et Salma. Donc, un effet en cascade. Alors, pour vraiment penser au OC Buddies tel qu'on va le voir aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle de la recherche UX. La recherche UX, c'est de la recherche utilisatrice-utilisateur, c'est-à-dire qu'on va vraiment poser des questions aux personnes qui vont utiliser le produit et on va faire une analyse à la fois quantitative et qualitative. Ce qui est important aussi, je le dis, parce que beaucoup de projets qui s'adressent à No Code for Good doivent aussi passer par cette étape-là. C'est ce qu'on appelle le benchmark, c'est-à-dire regarder comment est-ce que les personnes qu'on veut aider, déjà, qu'est-ce qu'elles font déjà, parce que généralement, quand on a un problème, on essaye déjà de trouver une solution. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres produits qui existent, dont on peut s'inspirer, qui font des choses bien, déjà être sûr qu'il n'y a pas déjà la solution qui existe, et sinon, de se positionner par rapport à ce qui existe déjà. Un autre point, c'est le SWOT, c'est-à-dire de réfléchir qu'est-ce que moi, en tant que projet, c'est quoi mes faiblesses, c'est quoi mes forces et où est-ce qu'il y a des opportunités et des menaces pour moi dans ce que je veux faire pour atteindre mon impact positif. Alors, il y a toute la question de la proposition de valeur. En fait, tout ce dont je viens de parler, ça sert à quoi? Ça sert à un moment d'essayer de définir la proposition de valeur, à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à mon utilisatrice, à mon utilisateur pour résoudre son problème. Là, on voit un outil, le Linux Canva que moi j'ai utilisé, mais il y en a plein d'autres.
Ici, on a celui de l'impact mapping. Donc là, je les montre rapidement simplement parce que c'est des outils sur lesquels nous, on peut accompagner aussi des projets qui viennent à No Code for Good pour les aider finalement à bien définir leur projet pour qu'ensuite la réalisation, elle soit optimale. Et évidemment, il y a la question des métriques. C'est-à-dire que moi, je vise un impact positif. Dès le début, je vais me poser la question de comment je vais savoir en fait que j'atteins mon impact et puis comment est-ce que je le mesure. Donc là, sur le coup en ce qui concerne OC Buddies, on est en train de regarder les demandes de match, combien de matchs il y a, combien de prises de contact il y a, à combien de buddies ça mène, combien de temps ils collaborent, est-ce qu'ils sont contents, etc. Et donc, Thomas en particulier a travaillé par rapport à ça. On va y revenir. Donc, en ce qui concerne la réalisation, là encore, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, à No Code for Good, on accompagne tant les no-codeuses et les no-codeurs que les porteuses et porteurs de projets, parce que tout le monde n'est pas product manager, et donc c'est des outils qui ne sont pas forcément évidents. Là, ce qu'on a, c'est la story map qui a permis de concevoir en fait comment on allait développer OC Buddies et avec quelles étapes. Et puis, il y a tout un tas d'outils qu'on va utiliser à la fois pour la conception et aussi pour collaborer. Là, par exemple, ce qu'on voit à gauche, c'est l'architecture. C'est quelque chose qu'on a regardé tout de suite avec Younes. À droite, ce qu'on voit, c'est le travail de modélisation qui a été fait par Thomas pour concevoir les formulaires dont on va parler. Et puis, tous les trois, on a mis le nez dans Figma, puisque c'est à partir de là que j'ai créé les maquettes que ensuite Younes, tu as utilisé pour faire la landing. On a un backlog sur Notion et tous les trois, on passe beaucoup de temps dans Slack. Donc, on est là à slacker, à loomer aussi, à se faire des petites vidéos parce qu'on travaille beaucoup en asynchrone. Et donc, voilà, je fais un petit tour par tous ces outils parce que c'est important aussi pour notamment les projets qui viennent vers nous, de voir un peu comment on travaille. Quand on est en contact avec une no-codeuse et un no-codeur, il faut qu'on soit en mesure aussi de leur donner les moyens de faire les développements qu'on a prévus. Alors, du coup, on va pouvoir en discuter tous ensemble et puis surtout, on va pouvoir aller voir concrètement ce que ça donne. Ce que j'aimerais juste dire pour terminer, c'est que c'est pas des étapes. Quentin, je ne sais pas si tu peux virer cette présentation. C'est pas des étapes qui sont les unes forcément après les autres, en fait. C'est-à-dire que cette réflexion sur la proposition de valeur, qu'est-ce qu'on propose, comment on le propose, c'est quelque chose, c'est bien d'impliquer les développeurs au plus tôt. Et en fait, ça va être des allers-retours entre le problème, la solution, et on va tout le temps penser les deux conjointement. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir Younes dans ce projet, Younes qui est Product Manager, ce qui d'ailleurs pour moi était vraiment intéressant parce que ça m'a aidé de me positionner plus, de prendre mon rôle de fondatrice. C'est pas du tout évident d'avoir une double casquette Product Manager et fondateur. C'est peut-être même pas très conseillé. Donc, grâce à Younes, moi, j'ai pu me recentrer dans mon rôle de fondatrice. Et donc, du coup, je pense qu'un premier sujet qu'on peut explorer, c'est de savoir, Younes, à ton avis, est-ce que OC Buddies, on est déjà en train d'arriver au stade du MVP ou est-ce qu'on en est encore au POC, finalement? Peut-être que tu peux expliquer d'ailleurs la différence entre les deux et nous donner ton avis là-dessus. Oui, donc juste en termes de terminologie, pour ceux qui connaissent pas ces deux terminologies, donc MVP, c'est Minimum Viable Product, donc c'est vraiment le produit viable minimum. Donc on a un ensemble de fonctionnalités qui sont vraiment minimales pour pouvoir s'assurer que le produit fonctionne et est adopté par l'utilisateur. Le POC, c'est vraiment, ça vient avant le MVP, puis c'est Proof of Concept et c'est juste s'assurer, c'est faire des tests. Généralement, quand on utilise le terme de POC, c'est plus en développement pour tester certaines choses, tester certaines idées. Moi, je dirais que oui, qu'on a atteint le stade de MVP, donc on a testé notre première version, puis là, on va justement itérer en fonction des retours utilisateurs. Absolument. Alors du coup, on a utilisé Bubble, c'est ce dont on va parler.
Le choix de Bubble, il s'est fait à la base parce qu'on est sur une application un peu plus compliquée que ce qu'on peut faire, par exemple, avec du Softair et du Airtable, dans le sens où il y a, et ça, Thomas va l'expliquer un peu, un mécanisme de matching. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on propose, c'est qu'on propose aux personnes de s'inscrire dessus et d'être matchées, en fait, avec d'autres personnes avec qui elles vont pouvoir entrer en contact. Donc, du coup, je pense que ça serait peut-être intéressant qu'on fasse un petit tour et que vous disiez, vous aussi, quel est l'intérêt finalement d'utiliser une application comme un produit, un outil no-code comme Bubble pour ce genre d'application. Peut-être, Younes, si tu veux commencer. Pourquoi utiliser un outil comme Bubble? Donc en fait, je pense qu'au final, le but, c'est de rapidement tester son idée, puis de faire avec les ressources qu'on a. Donc il se trouvait que, je pense, Angéline, tu avais commencé avec Bubble pour une raison, puis il se trouvait que nous deux, on avait des compétences sur Bubble. Est-ce que ça aurait pu être fait sur un autre outil? Probablement, mais il se trouvait que actuellement, à ce moment-là, c'était Bubble qu'on connaissait et qu'on maîtrisait. Puis Bubble, ça permet en fait de faire beaucoup de choses. Ça permet justement, tu en parlais, de faire toute cette logique de matching. Ça permet en fait d'être vraiment, de designer son interface utilisateur comme on le désire. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Angéline a fait les maquettes sur Figma, puis on a reproduit en fait ces maquettes quasiment pixel par pixel sur Bubble. Donc, c'est en fait toute cette liberté que ça permet. Et donc, c'est pour cette raison qu'en fait qu'on a utilisé Bubble. Alexandre, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. C'est vrai que toi, tu utilises beaucoup Bubble dans le cadre des projets que tu accompagnes avec ton agence. Non, ouais, l'avantage, c'est que c'est un outil tout en un. Et effectivement, c'est un outil, ce qu'on appelle un no-code intégré. Et donc, du coup, au-dessus, on peut faire le front, la base de données, le back-end, le système de logique et les calls API. Donc, connecter différentes API entre elles. Et c'est vrai que pour faire un outil un peu, une app qui demande d'avoir tout ça en même temps, Bubble est un très bon outil à adapter. Ouais. Alors, justement, Thomas, est-ce que tu veux dire 2 mots peut-être sur le matching? Et Oui. alors, je précise simplement que le matching, pour le coup, il a été fait avec mes petites mains avant l'arrivée de Younes et Thomas, donc probablement pas d'ailleurs de façon optimale. Du coup, j'en profite pour dire aussi que Bubble, finalement, c'est un outil qu'on peut utiliser quand on est porteur de projet. Il faut quand même avoir envie de mettre les mains dedans, soit d'être vraiment en mesure de se faire accompagner par des professionnels, soit il faut avoir envie de mettre les mains dedans parce que c'est pas l'outil le plus simple. Donc, je sais pas, Thomas, si tu veux dire 2 mots sur le matching. Comment il fonctionne? Ouais. En vulgarisant au maximum, en fait, il y a des critères. Quand en fait on remplit on est un apprenant chez Open Classroom, admettons, on remplit un formulaire, on s'inscrit tout simplement, et donc il y a 2 critères de sélection entre guillemets qui disent le parcours qu'on veut suivre. Là, par exemple, c'est développement web. Et le deuxième, une des questions, c'est quels sont tes objectifs. Et là, on veut dire, est-ce que tu veux rencontrer très souvent tes future buddies parce que tu as envie que ça aille vite, tu as envie d'apprendre, tu es très disponible, ou tu es disponible qu'une fois de temps en temps, ou même encore moins, une fois par mois. Donc, si en face, il y a des personnes qui correspondent aux 2 mêmes critères que tu as remplis, eh ben, on va matcher tout simplement. Et on sera parfaitement aligné dans le sens où, OK, admettons, on étudie la même chose, développement web, mais on n'a pas les mêmes disponibilités, ça peut créer de la frustration. Donc, du coup, comme on a les mêmes disponibilités aussi et qu'on étudie la même chose, eh ben, normalement, ça se passe bien et puis après, on apprend ensemble, etc. Donc, en fait, c'est 2 critères qui définissent les matchs. Tout à fait. Alors du coup, comme le temps passe assez vite, on va pouvoir rentrer dans les démos. Le matching, effectivement, c'est ce qui a été fait en premier, mais à partir du moment où Younes et Thomas sont arrivés, on est vraiment passé au next level, comme on dit. Et donc, est-ce que tu veux, Younes, commencer par prendre la main et montrer un peu ce que tu as fait? Bien sûr, je vais présenter mon écran. Hop. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Oui. Parfait.
Donc rapidement, je vais présenter. Donc ça, c'est la landing page qui a également été faite sur Bubble. Pour la précision, en fait, généralement, les personnes hésitent entre la faire sur Bubble directement ou utiliser un autre outil, no code comme Framer ou autre, en termes de référencement et de performance en termes de SEO. Nous, on a décidé de le faire sur Bubble. Ça, c'était plus simple pour nous. Puis on arrivait à avoir le design voulu. Donc on est resté sur cet outil. Ensuite, ici, on voit la bannière à cookies qui est aussi un élément qui a été fait directement sur Bubble. Pas besoin d'utiliser un plugin externe. Donc la personne peut accepter ou refuser les cookies ici. Donc voilà, ça c'est pour la landing page avec la magnifique vidéo d'Angeline ici, avec une FAQ et toutes les réponses que les potentiels buddies peuvent se poser. Et ensuite, une fois que je me connecte à mon dashboard, j'arrive à cette interface-là. Donc ça, c'est l'interface qui présente l'ensemble de mes matchs. Donc par exemple, Kevin a matché avec Leila, Wissam et Morgane. Si rapidement je suis intéressé par un profil, je peux voir plus d'informations sur ce profil-là. Donc là, je peux voir le profil de Wissam, donc une présentation rapide de ce profil-là. Et puis si je suis intéressé, je peux aller directement le contacter via le Slack. Il faut savoir que pour ce MVP, on a gardé comme moyen de communication privilégié Slack, parce qu'en fait, les apprenants d'OCBuddy sont déjà dans un Slack. Ils sont tous dans le même Slack, donc c'est facile pour eux en fait d'entrer en contact via ce moyen de communication. Ensuite, on a des conseils en fait sur comment choisir son buddy, sa compatibilité, le niveau, savoir si on veut travailler en groupe ou en binôme. Donc voilà, tout ça, c'est des informations qui sont disponibles directement à partir du dashboard. On les a placées ici, parce que souvent, si on utilise un site externe, c'est difficile. Souvent, l'information n'est pas lue, premièrement. Puis après, ça fait des allers-retours, puis ça limite en fait l'utilisation de la plateforme. Ensuite, on a un onglet communiquer qui nous donne des conseils sur comment communiquer, comment approcher ce potentiel buddy, puis comment faire connaissance. Donc on a beaucoup de méthodologies, beaucoup d'informations pratiques qui sont directement affichées ici. On a la méthodo. Donc en fait, quand on collabore, au départ, quand on fait un matching, on entre notre objectif. Donc c'est quoi mon objectif? Est-ce que j'ai pas beaucoup de temps, puis je veux juste quelques points de contact, comme c'est le cas ici dans cet exemple-là? Est-ce que justement, non, mon objectif, c'est vraiment d'être accompagné et d'avoir plusieurs propositions méthodologiques et plusieurs points de contact? Donc en fonction de son objectif, on a une méthodologie qui est personnalisée à chaque utilisateur. Et enfin, je pense qu'Angéline en a beaucoup parlé, c'est les outils. Donc on peut être perdu parce qu'il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui. Donc ça permet en fait de se recentrer sur certains outils et d'avoir une collaboration plus efficace. Voilà, ça fait un peu le tour de cette partie-là. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais que je présente, Angéline? Non, franchement, merci beaucoup, Younes. Donc ça me fait penser que l'étape d'après, ça va être de regarder l'utilisation en fait de tous ces contenus qu'on a proposés. Donc on a un projet qu'on n'a pas encore mis en œuvre de traquer tout ça avec Hotjar pour regarder un peu finalement quel contenu est utilisé ou pas, parce que parfois on propose des choses et même si on a fait des tests utilisateurs, les gens peuvent nous dire, c'est ce qui s'est passé pendant les tests, ah ouais, moi j'aimerais bien qu'on me dise quel outil je peux utiliser. Et en fait, quand on va le lancer, on va se rendre compte que personne ne va dessus. Donc voir un peu pourquoi et analyser ça. Alors, on a une question de Xavier. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel cette plateforme va pouvoir proposer des profils en plus de faire du matching entre buddies? Eh bien, je ne sais pas si vous comprenez la question, mais moi, je ne la comprends pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Sinon, une interface, si j'ai compris, une interface où on propose des profils directement sans qu'on ait matché. Au cas où, on fait du développement web et on est intéressé par le product management aussi et on souhaiterait un buddies. Si j'ai bien compris, hein. Je ne sais pas, Xavier, dis-nous. Ouais, n'hésite pas à nous préciser la du question. Coup, non, il n'y a pas encore ça, mais c'est une idée à creuser peut-être, Angéline. la fondatrice actera. On prend tous les retours, on va tout potasser. Petite alternative à... Vas-y. Ok, pour des missions. Ok, proposer des profils pour des missions. Ouais, tout ça va être à potasser. Je vais pouvoir retourner tout ça avec mon PM bientôt.
Et alors du coup, peut-être on va regarder justement l'autre partie qui est la partie un peu de tracking qu'on a voulu mettre en place pour évaluer justement l'impact d'OC Buddies. Du coup, Thomas, tu as la main si tu veux partager un peu ce sur quoi tu as travaillé. Petite parenthèse vite fait. Vous avez parlé de Hotjar, mais moi j'implémente pas mal Microsoft Clarity, parce que c'est une alternative assez gratuite à Hotjar et qui est très complète aussi. Microsoft Clarity, super, super type. Alors attends, je vais partager l'écran. Donc les formulaires, Angéline, hein, c'est ça? On est d'accord? Oui, on est d'accord. Donc, les formulaires, absolument, qui ont été mis en place. Donc, peut-être je donne 2 minutes de contexte pendant que tu fais ton partage d'écran, à savoir que donc là, on a le lien pour Clarity, ça c'est chouette. C'est-à-dire que nous, en fait, on va envoyer des messages à toutes les personnes à qui on a proposé des matchs pour savoir un peu ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qu'elles pensent des personnes qu'on leur a proposées? Est-ce qu'elles sont rentrées en contact? Est-ce qu'elles ont trouvé un buddy? Et donc, Thomas a conçu des formulaires. Donc, nous, on envoie des mails et les personnes sont invitées à venir remplir un formulaire sur OC Buddies. Et à partir de ces formulaires, on récolte des données qu'on va ensuite pouvoir analyser. Et c'est sur tout ce processus que Thomas a beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup d'heures passées sur des workflows franchement pas très simples. Donc, vas-y Thomas, je te laisse présenter ça. Donc, le formulaire, il ressemble à ça. Donc là, on va dire, entre nous, on appelait ça le formulaire A. C'est le tout premier, donc c'est les matchs. Donc, dès qu'on a des matchs, comme disait Angéline, on reçoit des mails, genre 2 semaines plus tard après le premier match, et on leur demande des informations. Typiquement, donc là, on voit les noms avec qui on a matché. Je crois que j'ai mis, je ne sais plus qui j'ai mis. Voilà, je n'ai pas le prénom. Leïla. Et là, on lui a demandé, suite aux propositions de match, as-tu échangé avec des personnes? Parce que le but de l'application, c'est qu'on échange et qu'on passe de buddies. On passe de match à buddies. C'est-à-dire, simple match, basta. Buddies, on a commencé à prendre contact et en plus, on a commencé à travailler ensemble. Donc, là, elle dit oui, j'ai échangé, par exemple. Là, elle dit avec combien de personnes? 3. Allez, 2 sur les 3. Et donc, elle a trouvé 2 personnes et elle a échangé avec les 2 personnes. Et elle remplit, elle peut noter aussi Buddies. Et là, tout simplement, elle dit super trop cool, parce qu'elle adore ça. Donc là, on essaye de récupérer des feedbacks qualitatifs, Thomas. Exactement. Donc en fait, l'intérêt de ce formulaire, je vais le montrer à la fin, c'est d'avoir des données qui intéressent beaucoup Angéline, parce que le but de toutes ces données, c'est d'une part d'améliorer l'application, et puis après, proposer encore des meilleures fonctionnalités aux buddies, etc., etc. Donc là, le formulaire A est lancé, elle a rempli, et en plus, elle nous a dit qu'elle a eu des buddies, en fait, qu'elle échange. Donc là, elle reçoit, je crois, 1 mois plus tard, ce formulaire, le B, paf. Et donc là, c'est le buddy. Et là, elle répond, donc c'est rapide à faire. Et elle dit, oui, elle a une collaboration en cours, donc chaque semaine, elle se rencontre, etc. Avec combien? On va dire 1. Et puis, elle travaille en binôme, tac. Ensuite, elle note la relation qu'elle a avec la personne, relation étudiante. Et puis pour savoir, est-ce que c'est de la qualité, est-ce que ça répond à ses cours, etc. Voilà, donc elle dit que oui, je confirme, c'est trop cool. Je ne sais pas quoi mettre, donc voilà. Hop, OK. Et puis elle note l'application. Donc tout ça, c'est des données pour nous qui sont intéressantes. Et après, à la fin, elle dit si elle veut encore des propositions de match ou pas. Elle peut répondre non, parce que ça lui convient parfaitement l'échange qu'elle a avec son buddy. Toutes ces informations, nous, on les collecte. Et après, on a ce qu'on appelle le dashboard, qui uniquement l'administrateur peut voir. Ouais. Et donc là, justement, Thomas, on a cette question de Frédéric qui dit pour le formulaire, pourquoi utiliser Bubble plutôt qu'un outil externe spécialisé dans les formulaires? Donc, on s'est posé cette question, on a eu cette discussion. Oui. Pourquoi faire le formulaire, de quelle manière, etc.
Et on a décidé de tout intégrer dans Bubble. Peut-être que toi, tu peux répondre à la question, mais donc la partie de la réponse, il y a une partie de la réponse que vous avez sous les yeux là. En vrai, c'était ça. Le pourquoi, c'est la finalité. Ça devenait trop complexe, en tout cas, oui, trop complexe de faire avec un outil extérieur. Il aurait fallu reprendre les données, ce qu'on appelle des API, choper les données de l'application à l'extérieur pour l'inclure dans Bubble, pour après les retraiter. Donc, c'était OK, on va plus vite parce que le formulaire, ce que propose Google Forms, etc., c'est rapide à remplir. Mais après, tout le travail qu'il y a derrière de la récolte de données était beaucoup plus lent. Et en plus, en réfléchissant avec Younes et Angéline, ce qu'on s'est dit, c'est que au moins l'utilisateur baigne dans OssiBuddies, il est dans l'environnement OssiBuddies avec le code couleur, tout, il est dans le monde en fait d'OssiBuddies, au lieu de proposer un formulaire qui vient de l'extérieur, qui moi personnellement, je trouve que ça fait amateur. Alors que quand on est dedans, on se dit ils sont pros chez OssiBuddies quand même. Donc c'est pour ça, en fait, question de design, question d'intégration de l'outil et question de, en vrai, facilité pour nous pour le développement. Exact. Puis encore une fois, on n'avait pas forcément envie de multiplier les outils. L'intérêt de Bubble, c'est que justement, il permet de tout faire. Puis on s'est dit que comme on peut tout faire, autant ne pas multiplier les outils. Puis aussi, le but, c'était aussi de développer nos compétences techniques, de faire un maximum de choses sur Bubble. Donc, c'était une fonctionnalité de plus à créer sur Bubble. Exactement. Ouais. Vraiment ça. Ouais. J'ai appris énormément avec toutes les particularités qu'il y avait. Donc, c'était le but, ouais. Et donc, on a extrait toute la donnée qui, là aussi, avec Younes, techniquement, j'ai parlé longuement parce qu'il y avait des points bloquants. Donc, pareil, j'ai énormément… On dirait que c'est très simple comme ça parce que c'est un tableau Excel en vrai. Mais derrière, tout le traitement de la donnée à faire, ça demandait de la réflexion. Et parce que c'est du développement informatique, même si on appelle ça du no-code. Et donc là, on a une vue globale qui intéresse la fondatrice. Après, on affine petit à petit la collaboration, comment ça se passe, les échanges avec l'évaluation, etc., etc. Et on a même ceux qui n'ont aucun échange. Pourquoi? Et après, on a une note. Donc là, typiquement, on n'a que du développement web, enfin des gens qui sont inscrits en développement web, mais en dessous, il y a product management et d'autres formations qui auraient pu être inscrites. Et puis, donc, on a une note moyenne, une note par formation. Comme ça permet de définir des stratégies dans le futur aussi pour l'amélioration de l'application. Et puis après, la donnée qualitative, les idées d'amélioration de l'application. Et ce qu'on voit en bleu, c'est ce qu'on a rempli dans le formulaire A, donc le premier, les matchs. Et ce qu'on a en orange, c'est le formulaire B. Donc là, quand on entre en contact et on a des buddies. Donc voilà, ça c'est le dashboard. Et puis après, on peut affiner en faisant des recherches. Si on veut rechercher Leïla, par exemple, tac, tac, tac. Donc ça ne marche pas, c'est génial. C'est normal, c'est une démo. Voilà. Et win, hop, et on a, voilà. Et donc voilà, et on a tout. Et puis donc, en gros, c'était la partie de mon travail. Puis après, j'ai évité de vous perdre dans les back-end, ce qu'on appelle les back-end workflows, etc. Je ne retrouve plus la truc. Mais derrière, il y a l'automatisation pour permettre les envois de mails à plus 2 semaines, plus 1 mois, plus 1 mois et demi, etc., etc. Et en plus, il y a des conditions. Si j'ai rempli au premier formulaire, on va arrêter l'envoi des mails, etc., etc. Donc tout ça, ça demande… c'est ce qu'on ne voit pas, c'est les tréfonds, la partie invisible de l'iceberg. C'est le plus intéressant, mais c'est celui qu'on peut moins le montrer parce que ça parle à personne et c'est normal. Voilà, la partie. En tout cas, merci vraiment beaucoup à tous les deux, Younes et Thomas, pour ce boulot et puis pour cette démo qui permet quand même de montrer aux projets qui sont intéressés pour rejoindre No Code for Good un peu ce sur quoi on peut les accompagner et ce qu'on peut réussir à faire avec un outil no code comme Bubble. Alors, il y a pas mal de sujets, il ne reste pas beaucoup de temps, mais il y a pas mal de sujets dont on peut parler. Pour le moment, je ne sais pas si on a des questions. J'ai l'impression qu'on a répondu aux questions. Alexandre, je ne sais pas si toi, tu as des questions particulières. Moi, ce que ça aurait été intéressant de voir, est-ce que vous avez conceptualisé un peu, par exemple, graphiquement, notamment les conditions sur les envois de mails, etc. En gros, vous avez fait un Miro ou pas? On l'a montré pendant la présentation. Donc, il y avait à la fin, il y avait donc vas-y Thomas, c'est le Miro de Thomas. Tu dis ça parce que j'ai des lunettes.
Alors là, c'est bien l'idée. Hein. Venez me voir à la salle des fêtes tous les mardis soirs. Bon, je ne retrouve pas le Miro. Je ne sais pas où je l'ai mis en fait. Si j'écris Miro, en fait, tout simplement. Tac. J'arrive. Hein. Touc, touc, touc. Je pense que je me suis inscrit. Bon, en attendant, Alexandre, cette question, tu l'as posée parce que vous utilisez ce genre d'outils pour justement mapper un peu vos logiques. Tout à fait. Même mapper la data aussi. Faut structurer tout ça. Et c'est vrai que quand on conceptualise et on mappe un peu tout ça, en même temps, ça fait la documentation. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de faire le double travail pour documenter après sur un Notion et que ça soit trop verbeux, quoi. Donc, c'est vrai que sur Miro, c'est très visuel, ou Whimsical, par exemple, ou Whimsical. Et en fait, la conceptualisation fait office aussi de documentation. Exact. Ouais, c'est vraiment ça, parce que regarde, alors on retrouve le Miro. Donc ça, c'est le Miro des formulaires A et B. Tac. Bon, après, peut-être que ça parle pas à peu de gens, parce que c'est un graphique, enfin une petite pieuvre, quoi. Mais entre nous, ça nous parlait beaucoup. Et donc, et là, on retrouve d'ailleurs la première question qu'on avait, pourquoi pas un autre formulaire. Au début, on l'avait fait sur Google Forms. Donc là, j'ai fait des screenshots de Google Forms. Et ce Miro, il permet de comprendre tout le process si on répond à telle ou telle question. Et donc, c'est si je réponds réponse A, ça va amener ici, ou sinon ici, etc., etc. Et les conséquences qu'il y a à la fin. C'est-à-dire, si on arrive à la fin de ce process-là, bim, on renvoie le formulaire B à plus 1 mois, etc., etc. Et en vrai, moi, après, une fois que ça c'était fait, le Miro, c'est limite, j'avais plus beaucoup à réfléchir sur Bubble. C'était, OK, c'est pas ça, ça. Et mentalement, on réfléchit particulièrement aux formules, je ne sais pas comment on appelle ça, de Bubble. Et on ne fait pas deux choses en même temps, qui est le process, comment il fonctionne, plus les formules sur Bubble. Donc, Miro aide beaucoup. Et tu as un bon point là, en fait, et merci de l'apporter, Alexandre, c'est que c'est pas parce qu'on fait du no-code qu'il faut y aller freestyle, puis qu'on va plonger directement dans l'outil. Puis de la même façon que pour le développement traditionnel, il y a une phase en amont de préparation. On veut mapper la base de données, on veut mapper les flows, parce que ça, en fait, ça va faciliter. De un, ça va faciliter le travail pour la suite, on vient d'en parler. Et de deux, on va s'assurer qu'on est tous d'accord. Ça va éviter les allers-retours et les modifications post-développement. Ouais, typiquement, on avait fait tu te rappelles, Angers, une réunion, je crois que c'était un samedi matin, qui avait duré 2 voire 3 heures pour le Miro que je viens de montrer. Attends, mais si on répond ça, et donc ça. Et après, une fois qu'on a acté, c'était bon, c'était parti, mais c'est important, cette phase-là. Ouais, et tout à fait. Et je pense aux nombreuses missions qu'on a en ce moment sur la plateforme No Code for Good qui concernent des bases de données, notamment où les gens arrivent et disent moi, je vais faire des bases de données pour gérer mes adhérents, les tels types d'interlocuteurs, etc. Nous, on insiste vraiment là-dessus. On ne se jette pas comme ça dans Airtable. D'abord, on fait un mapping, on fait de la modélisation, on essaye de réfléchir qui sont nos utilisateurs, quels vont être leurs parcours, qu'est-ce qu'ils veulent faire sur la plateforme. On essaye de réfléchir comment tout ça va s'articuler. On a une question donc de Quentin par rapport au formulaire. Oui, Quentin qui est un grand fan de Fill-Out. Donc Fill-Out Tally des solutions envisageables. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a fait le choix donc de tout faire dans Bubble pour tout intégrer. C'est ce qu'on disait un peu plus tôt, mais c'est vrai que si on avait utilisé un outil externe, clairement, on serait allé probablement sur du Fill-Out. De toute façon, maintenant, je suis convertie au Fill-Out et pas sur du Google Form qui, là, nous a servi, en fait, parce que c'était un brouillon qu'on a utilisé parce que même avec la modélisation, finalement, de faire quand même un formulaire avec un outil, ça permettait de le penser. Donc, c'est vraiment important de se dire que quand on construit un produit, il va y avoir beaucoup d'étapes en fait de brouillon, d'essais, de tests et avec beaucoup d'allers-retours. Et ma grand-mère disait faire et défaire, c'est toujours travailler. Ça s'applique à la couture, mais ça s'applique particulièrement aux produits aussi. Souvent, on fait des choses pour au final se dire non, en fait, ça va pas et donc on va le refaire mieux. Et le but, c'est vraiment d'avoir les outils et les process pour faire ça, mais éviter que ça soit tout notre produit qu'on va devoir jeter à la poubelle à la fin pour en refaire un autre. Donc,
On va bientôt arriver en fait, malheureusement à la fin de notre live. Je ne sais pas si vous voulez les uns et les autres donner peut-être vos conseils pour les no-codeuses et les no-codeurs de No Code for Good, mais également pour les personnes qui viennent avec un projet. Thomas, est-ce que tu veux commencer? Parce que moi, tu disais quoi? Des conseils? Je te proposais, oui, de donner des conseils, en fait, si tu en as, aux no-codeuses, no-codeurs qui arrivent sur notre plateforme et également aux personnes qui arrivent avec un projet à impact positif, comme OC Buddies. Quels conseils est-ce que tu leur donnerais si tu en as un pour eux, elles? Aux no-codeuses, pour les expérimenter, ils savent mieux que moi. C'est typiquement ce qu'on vient de tous dire. Pour ceux qui découvrent et qui s'y intéressent, en vrai, ne pas hésiter à mettre les mains dedans, à pratiquer des exercices ou des idées qu'on met en place. Parce qu'au début, moi, je l'avais, la peur de « Attends, mais si je fais ça, ça va faire une erreur. » Donc, on ne se lance jamais. Tant pis si on fait des erreurs. Il faut le faire. Il faut faire des erreurs pour apprendre, tout simplement. Moi, c'est le meilleur conseil que je donnais. Et il y a aussi en vrai, je parlais d'auto, mais No Code France, parce que j'ai développé d'autres applis derrière, où je posais des questions et vraiment, les gens m'ont énormément aidé. Donc, typiquement, il y a eu des personnes, ils m'ont dit « si tu as 5 minutes, je t'appelle, je te règle ça en 2 secondes ». Et en même temps, ils m'expliquaient le pourquoi du comment. Et j'ai pu avancer vraiment, vraiment grâce à la communauté No Code France. Donc, ne pas hésiter. Don't be shy, posez vos questions. Ouais, là encore une fois, j'en profite pour, j'allais dire faire une page de pub, mais plutôt pour envoyer des cœurs à No Code France. Donc, une communauté vraiment très soutenante. Allez sur le Slack, regardez leur chaîne YouTube. Il y a énormément de contenu qu'on peut recommander. Du coup, j'en profite tout de suite là pour en citer 3. Pierre Simonin, par exemple, avec les No Code Talks, c'est beaucoup de super tips sur Bubble. Moi, j'adore aussi Guylaine Lamoldu. Là, par exemple, pour les projets, si vous vous demandez comment être plus efficace, qu'est-ce que vous pourriez faire avec des outils no-code pour être plus productif, il y a plein d'idées. Voilà, le dernier live, c'était faire des canevas carrément automatisés pour produire des images sur Canva. Enfin, quand même, il fallait y penser. Et puis, il y a le no-code crash test de Claire Champourlier et de Olivier Martineau. Hier, il y a eu un live super, justement, qui parlait de Zano et WeWeb. J'ai déjà parlé de Xavier Agapé. Et du coup, Younes, est-ce que toi, tu veux donner tes conseils et puis aussi répondre à cette question de Frédéric? Oui, absolument. Parce que toi, tu ne t'es pas formé avec Otto, donc ça serait hyper intéressant d'avoir ta perspective. Bien sûr. De manière générale, je suis d'accord avec ce que dit Thomas. Juste lancez-vous. Pas forcément besoin d'utiliser un outil complexe au départ. Peut-être vous faire la main sur des outils plus simples. Ça peut être du Software, du Airtable, pour ensuite progressivement monter en compétences et aller vers d'autres outils. No Code France, évidemment, pour poser toutes vos questions. Moi aussi, j'ai posé plein de questions là-bas et c'est vraiment une source d'information géniale. Puis ensuite, la pratique, en fait. Pour s'améliorer dans un outil, il faut le pratiquer, faut l'utiliser un maximum. Donc, il y a évidemment les formations théoriques. Moi, j'ai fait la formation de RDev pour Bubble. Donc, c'est une entreprise aux États-Unis qui fait justement du conseil sur Bubble, qui développe des applications pour des entreprises, mais qui a aussi sa formation. Mais ce que je dirais, c'est pratiquer. Donc, No Code for Good est là pour ça. Donc, c'est vraiment une belle occasion d'en parler. Mais si vous voulez apprendre, il faut pratiquer. Puis No Code for Good, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Vous rejoignez des projets de façon bénévole. Puis pour moi, en fait, la théorie, c'est bien, mais c'est une fois qu'on met les mains dedans que vraiment on comprend l'outil, puis on s'améliore. Typiquement, avec OC Buddies, j'ai énormément appris des fonctionnalités que je pourrais en plus utiliser ailleurs après. Il n'y a pas que les matchings, il y a d'autres trucs. Hein. Donc ouais, au No Code for Good, si vous voulez participer à des projets, que ça n'a pas l'air trop compliqué, allez-y, quoi. Alexandre, est-ce que tu veux toi aussi nous donner tes conseils et puis tu peux peut-être répondre à la question de Momon? Ouais, je rejoins ce que dit Younes et Thomas. Enfin, c'est en no-codant qu'on devient no-codeuse, no-codeur. Donc il faut pratiquer, il faut arrêter de regarder les tutos et juste les regarder en disant c'est bon, je saurais faire. Non, faut les faire. C'est comme les maths aussi, il faut faire l'exercice 1, 2, 3, 4 fois. Au bout de la 5e, c'est bon. Peut-être un peu moins. Ou plus, ça dépend des gens.
Et moi, il y a un truc que j'ai fait aussi pour vraiment monter en compétence assez rapidement. Bon, déjà, je m'étais abonné à la plateforme Auto pour voir les tutos, apprendre, etc. Ça, c'était il y a longtemps parce qu'il n'y avait pas forcément de bootcamp. Maintenant, il y a des formations pour celles et ceux qui préfèrent être formés. Et il y a un truc, voilà, mon petit hack, c'était ce qu'on appelle le reverse engineering. C'est en fait regarder un peu les templates, du coup, qui sont gratuits, comment ils sont faits, parce que dedans, il y a des bonnes pratiques. Des fois aussi, souvent, ça sert à rien de réinventer la roue. Dans des templates gratuits, des fois, il y a des fonctionnalités qui ont été développées et où des gens sont pris la tête dessus. Et donc, regarder, c'est de le déconstruire, c'est de comprendre et reproduire, parce que des fois, ça sert à rien de passer 5 jours à développer un chat, alors que sur un template, on le voit et en fait, en l'espace d'une demi-journée, on saurait le reproduire, par exemple. Ouais, je suis assez d'accord avec ce dernier conseil. Par exemple, moi j'utilise beaucoup Canvas de RDev, puis ça c'est pratique. Tu peux en dire un tout petit peu plus, Younes, là-dessus? Oui, bien sûr. C'est juste que j'ai vu que je sais pas si on arrivait au bout du temps. On va dépasser de 2 minutes, je crois. Mais si une tête est coupée, ce sera la mienne. Ok, parfait. Très rapidement, en fait, ce qui est bien avec Bubble, c'est qu'on peut utiliser des templates pour accélérer le développement. Puis en fait, comme on parlait, comme vient d'en parler. Désolé, j'ai mon chat qui bug. Alexandre, ça. Non, c'est ok, parfait. Comme vient d'en parler Alexandre, en fait, ça permet vraiment d'accélérer donc faire du rétro-engineering, du reverse engineering, ça permet en fait de comprendre comment le template a été fait et d'être plus efficace. Complètement. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de templates sur Bubble. C'est un outil qui a presque 14 ans d'existence, il y a une énorme communauté, il y a les forums aussi. Et si vous cherchez une question, tapez-le dans Google, tapez bubble.io et vous tapez votre question en anglais, vous avez 90% de chances de trouver votre réponse sur Google. Alors du coup, est-ce que quelqu'un peut répondre sur Dreamweaver? Ouais. 4 devs. Mon c'est un copain. Non, mais Dreamweaver, je ne sais même pas si ça existe encore, mais je ne sais pas si vous connaissiez ou pas. Pas du tout. Pas du tout. C'est un outil ancestral, no code pour faire des sites internet. Voilà. Bon, il faut pas se moquer des outils qui datent, hein, parce que hier, je regardais le no-code crash test et donc il y avait quand même avec les CEO de Zano et de WeWeb et ils parlaient de Bubble comme d'un papy. Donc voilà, c'est vrai que les outils, il y en a sans arrêt des nouveaux. Bon, après, ils évoluent plus ou moins bien, mais à partir du moment où on a quelque chose qui marche, si on sait l'utiliser, que le pricing est bien, que la technologie, n'a pas trop évolué, ça peut avoir un sens de s'en servir aussi. Alors, du coup, là, je pense vraiment qu'on arrive à la fin. Quentin, je te repasse la main. Ouais, je vais conclure et je vais donner un petit conseil moi aussi de mon côté. Si vous êtes en formation, un truc qui m'a beaucoup aidé quand j'ai appris à faire du no-code ou n'importe quoi à côté, c'est de mettre en parallèle ce que je faisais dans ma formation avec une passion, un hobby, n'importe quoi. Moi, je faisais du jeu de rôle, donc j'ai kiffé refaire des fiches de personnages avec Airtable pour m'entraîner dessus. Mais ça peut être, je suis dans une asso sportive, je me dis j'ai envie de faire une liste, une table pour mes bénévoles ou n'importe quoi, ou de faire une petite app, n'importe quoi. Même pas forcément la proposer, mais juste construire en se disant j'ai quelque chose que je connais et dont je suis passionné. Et donc j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Maintenant, il me faut juste les compétences techniques que je suis en train d'apprendre pour le faire. Donc pourquoi pas mêler les deux et me former avec quelque chose qui me fait plaisir. Sur le point conclusion, pour rappel, vous pourrez contacter Younes et Thomas sur leur LinkedIn respectifs. Si Angeline, tu peux reposter leur lien sur le Twitch. Alexandre aussi sur labastide.io et sur son LinkedIn personnel. Angeline et moi-même via No Code for Good et nos LinkedIn, on se répète encore une fois. No Code for Good aussi, on va avoir essayer de suivre un peu, on va avoir nos prochaines publications sur le fonds d'abondement et les projets qui sont sélectionnés et qui seront financés. Ça va être intéressant. Niveau No Code France, le 11 décembre, il va y avoir l'Assemblée Générale.
Ça veut dire les votes pour les changements de l'année prochaine dans l'association. Donc les votes seront ouverts du 1er au 6 décembre, si je ne dis pas de bêtises, pour les membres et les adhérents de No Code France. Et il y aura un live le 11 décembre pour faire le visionnage des résultats et parler des résultats de cette année de No Code France. Voilà, on ne se dira pas au mois prochain pour décembre, puisque le dernier mercredi du mois, ce sera sûrement pendant les vacances de fin d'année avec la période de Noël et du Nouvel An. On va peut-être essayer de voir avec Angeline pour faire un live un peu plus tôt pour présenter les résultats du fonds d'abondement, à voir si on a le temps d'organiser tout ça. Sinon, si on ne se revoit pas, passez de bonnes vacances de fin d'année, de bonnes vacances de Noël, et à l'an prochain.